Le chocolat apporte du bonheur aux gens. C'est une matière exigeante au niveau des températures, au niveau de la précision du travail. J'ai pu, à travers le chocolat, créer des tas de spécialités, des tas de nouveautés. Je m'inspire du terroir. Je vais chercher dans la campagne autour d'Arbois des produits. J'aime bien le terme artisan parce que c'est tout aussi noble qu'artiste. Édouard Hirsinger, bonjour. Bonjour. Vous avez 62 ans, vous êtes depuis 1993 chocolatier, confiseur, pâtissier ici à Arbois, Oui. dans l'entreprise familiale créée en 1900. Édouard, vous êtes la 4e génération d'Hirsinger à travailler ici, dans ces lieux. Si votre arrière-grand-père, votre grand-père et votre père privilégiaient la pâtisserie, la confiserie, vous, votre spécialité, c'est la chocolaterie, c'est le chocolat. Cet aliment incontournable, vous l'avez étudié, travaillé, sublimé, jusqu'à gagner un titre de meilleur ouvrier de France, chocolatier confiseur, comme en témoigne d'ailleurs votre col bleu-blanc-rouge. Voilà. Aujourd'hui, votre boutique est une institution locale, nationale et internationale, et vous êtes vous-même un des plus grands chocolatiers français, avec une vision du métier particulière, artisanale, marquée par la saisonnalité, le local et le concept de chocolat vivant. C'est de tout ça dont on va parler aujourd'hui, du chocolat évidemment, de votre parcours au sein de l'entreprise familiale, de votre vision du métier et de votre manière particulière de travailler. Et avant de présenter les lieux dans lesquels on se trouve, parce que c'est assez intriguant, moi j'aimerais revenir sur une phrase que vous avez dite qui m'a fait sourire. Je vous cite, « Il y a longtemps que je demande que le chocolat soit remboursé par la sécurité sociale ». Expliquez-nous un peu. Parce que le chocolat apporte du bonheur aux gens. C'est un produit qui, par ses composés, est dynamisant et rend les gens heureux. Donc voilà, ça devrait être remboursé. Donc il y a des réels bienfaits. C'est bon à pour la consommer le santé, chocolat, oui. surtout. On l'entend Voilà. beaucoup, mais c'est vrai, c'est réel. Voilà, il y a du polyphénol, hein, donc c'est des tanins. Et ça empêche les radicaux libres d'attaquer nos cellules. Donc ça retarde le vieillissement. On en trouve beaucoup dans le vin rouge. Donc à Arbois, on est bien loti. Et aussi dans le thé vert. Mais du bon chocolat, c'est pas n'importe quel chocolat. Voilà, du bon chocolat. Et plus il est riche en cacao, plus ça apporte de bienfaits. Bon voilà, pour ceux qui se posaient la question, on y a répondu. On va revenir au lieu où laquelle on se trouve. Depuis le début, j'ai parlé de chocolaterie, mais ici, on n'est ni dans votre boutique, ni dans vos ateliers, ni dans vos laboratoires, plutôt dans une sorte de musée. Expliquez-nous un peu où on se trouve et qu'est-ce qu'il y a autour de vous. Alors c'est le petit musée familial qu'on a fait au moment du centenaire. Donc il y a 25 ans, bientôt 26. Et tout ce qui est exposé ici, il n'y a rien qui a été chiné en brocante ou voilà, c'est simplement tout ce qu'on avait dans la maison qui a été rassemblé ici. Donc il y a des objets qui ont moins de 200 ans, voire plus. Il y a des objets, on ne sait pas exactement à quoi ils servaient. On a des pistes, mais on s'en est jamais servi. Il y a encore des mystères, oui. Voilà, il y a encore du mystère. Et derrière nous, la vitrine aussi. Alors, la devanture du magasin, qui date environ de 1870 par le style. Quand mon arrière-grand-père rachète la pâtisserie en 1900, c'était la boutique qui était à la place de la boutique actuelle. Ouais, donc dans ce musée et aussi dans vos pratiques, il y a vraiment cette empreinte familiale que vous gardez avec vous. Ah oui, il y a un poids historique assez fort, hein, puisque mon arrière-grand-père en 1900, 30 ans après mon grand-père, 30 ans après mon père et moi, et voilà, donc la lignée est là. 4 générations, et donc vous avez grandi aussi dans cet univers. Si je vous demande peut-être un premier souvenir dans la pâtisserie, dans la chocolaterie, dans votre enfance, est-ce qu'il y a des saveurs, est-ce qu'il y a des odeurs, est-ce qu'il y a une technique, un moment qui vous reviennent en tête? Bien sûr, il y a des odeurs. On vivait, on dormait au-dessus du laboratoire de production. Et moi, je me rappelle des souvenirs d'enfance, c'est les odeurs de cuisson des brioches, les odeurs de caramélisation d'un petit gâteau qu'on appelle les Puits d'Amour. Et tout ça, ça m'a marqué mon enfance. Ça va, c'est pas les pires odeurs, au contraire. Ah non, on n'est pas à plaindre. Hein. Vous avez grandi dans cet univers, vous avez repris l'entreprise familiale. On voit maintenant le col de meilleur ouvrier de France. Mais au départ, vous n'étiez pas forcément attiré par ce métier-là. Non, je savais pas trop quoi faire de ma vie. J'étais une bille à l'école, je foutais rien. Bon an, mal an, je suis allé jusqu'en terminale. J'ai raté le bac formidablement. Et après, je me suis dit, je vais peut-être reprendre. Mon grand-père qui vivait dans la maison me disait, il faudra que tu reprennes, ça fera la 3e génération. Mon père, il me mettait pas la pression parce que mon grand-père lui avait mis énormément de pression pour qu'il reprenne. Donc il voulait vraiment que ça soit un choix pour moi. Et j'ai dit, pourquoi pas essayer, il y a une affaire à reprendre, ça serait dommage de... Voilà. Et j'ai commencé comme ça.
Et comment vous avez appris du coup à aimer vraiment ça? Est-ce qu'il y a eu un déclic ou est-ce que c'est avec les mois, avec les semaines qui passent? C'est plutôt venu avec le temps. J'ai été apprenti à Besançon, à la Maison Beau, où j'ai passé 2 années super parce que l'ambiance était sympa, je m'y suis bien plu. Et j'ai découvert d'autres techniques qu'on ne faisait pas chez nous. Et petit à petit, je me suis intéressé sérieusement au métier. On l'a dit en introduction, la boutique La Maison Familiale faisait pâtisserie, confiserie, aussi du chocolat. Ouais. Mais vous, ce qui vous a directement attiré, c'était vraiment le travail du chocolat. Pourquoi d'ailleurs le chocolat? Ah, pourquoi le chocolat? Il y a plein de raisons, je pense. D'abord, c'est une matière noble. C'est une histoire de plus de 5000 ans, la consommation du chocolat. C'est une matière exigeante au niveau des températures, au niveau de la précision du travail. Ça demande beaucoup de rigueur, De minutie, ouais, aussi. de minutie. Un chocolatier, s'il n'est pas rigoureux, il a vite du chocolat partout et ça va pas. Et tout ça, en fait, me correspondait assez bien. Et puis, ça permet... j'ai l'esprit créatif assez développé, donc j'ai pu, à travers le chocolat, créer des tas de spécialités, des tas de nouveautés, et je me suis épanoui, je pense, avec les créations de... tous les ans, j'en fais un nouveau à peu près. Hein. C'est-à-dire des créations. C'est des nouveaux chocolats que vous sortez? Voilà. Parce qu'on dit création, on pense aux sculptures un peu grandeur nature de chocolat. Non, mais- c'est simplement des nouvelles sortes sur l'ensemble de ce qu'on a en ce moment. Il y a environ 70 sortes. Je pense qu'il y a 45 sortes que j'ai créées, quoi. Et puis, c'est intéressant de réfléchir à un nouveau chocolat, de trouver les associations qu'on peut faire, la finition, la forme. Les alliages aussi, les ingrédients. Voilà, pour sublimer la matière. marier des différents ingrédients. Est-ce que vous avez, vous, aussi une expression, une impression artistique dans ce travail-là ou... Alors, je suis pas doué en dessin. Ouais. Mais assez bizarrement, je suis assez doué, c'est peut-être un grand mot, mais la sculpture ne m'a jamais trop posé de problème. Et quand j'ai commencé les concours, j'ai commencé à sculpter. Et je me suis rendu compte que le rendu était assez ressemblant, parce que je prenais toujours un modèle, était assez ressemblant de l'original. Donc ça m'a donné courage pour continuer dans cette voie. J'ai commencé par le Pasteur qui est derrière vous. Ah ouais. Un buste de Louis Pasteur fait en chocolat. Voilà, Du coup. exactement. C'était quand? En quelle année à peu Oh près? là, 89. En 89? Ouais, premier concours à Dole. C'était, comment ils appelaient ça, la fête de la gourmandise ou quelque chose comme ça. Et peut-être, je sais pas si vous vous en souvenez, mais ça demande combien d'heures de travail, un buste comme ça? Alors, j'ai pas mis le chronomètre à chaque fois, je préparais, mais à la louche, il m'a bien fallu 200 heures. Ouais. Et comment on arrive à un buste? On a un gros bloc de chocolat qu'on... Alors, on a plutôt une technique qui s'apparente au modelage. Ok. C'est-à-dire qu'on fait un support en chocolat, par exemple une boule pour faire une tête, et après, on va ajouter du chocolat en train de durcir. Pas liquide, pas dur. En réglant bien les températures, on arrive à l'avoir un peu comme une pâte à modeler. Donc, on l'applique comme ça, on enlève l'excédent. Moi, j'utilisais beaucoup des compas de mesure. J'avais un oncle qui faisait de la sculpture sur bois, donc il m'avait donné 2-3 conseils. Et donc, avec des compas de mesure, on arrive à mesurer les écarts entre différents endroits de la sculpture, et ça m'a permis d'être à peu près fidèle à l'original. Un peu artiste en fait. Artiste, c'est un grand mot. Artisan, vous préférez Artisan, ouais, j'aime bien le terme artisan parce que c'est tout aussi noble qu'artiste. C'est artisan, c'est un artiste, mais qui a des contraintes de production un peu. On va reprendre le fil de votre histoire. Vous m'avez parlé, pour le travail du chocolat, il fallait de la rigueur, de la minutie, de la patience aussi, Bien aussi sûr. de la créativité. Et vous accrochez tout de suite. Vous continuez à vous former, vous faites différentes maisons, vous partez dans le sud de la France un moment, vous partez à Lyon. Et 1993 est une date importante dans votre parcours. Avant, vous étiez revenu dans l'entreprise familiale et en 93, vous reprenez l'affaire familiale. Vous avez dit sans trop de pression, mais est-ce que c'était quand même des responsabilités de se dire j'ai quand même 3 générations au-dessus? Comment vous l'avez vécu ce moment? Ça s'est fait quand même assez progressivement parce que j'ai travaillé 2 ans avec mes parents, 2-3 ans avec mes parents. Ma femme travaillait déjà dans l'entreprise. On n'était pas mariés à l'époque, mais elle travaillait déjà dans l'entreprise. Donc,
il y a eu une espèce de continuité. Ça n'a pas été un bouleversement. Bon, bien sûr, un peu plus de pression, mais dès l'instant où je travaillais pour mon père était content que je vienne un petit peu prendre le relais. Il avait envie de passer à autre chose, du bricolage, du jardinage. Donc, dès l'instant où j'étais ouvrier pour mon père, j'ai pris les rênes du laboratoire. Donc, pour moi, en production, ça n'a pas changé grand-chose. Et vous connaissiez déjà les lieux, vous connaissiez déjà les étapes. Voilà, puis j'avais déjà commencé à faire des nouveautés à l'époque. Parce que des fois, on dit que reprendre l'entreprise familiale, il peut avoir un carcan un peu oppressant, mais vous, au contraire, c'était... Voilà, ça dépend de la personnalité de celui qui vous transmet. Vous avez aujourd'hui le col meilleur ouvrier de France, chocolatier, confiseur, acquis en 96, mais le titre en 97, si je ne me trompe pas, c'est ça. Mais vous étiez déjà présenté en 1992 pour une première fois, sans succès. Mais c'était pour vous... Et souvent dans les métiers de bouche, on y arrive à ce concours à la deuxième tentative. Parce que c'est très difficile, c'est une évidence. Mais il y a surtout connaître l'esprit du concours. Et moi, quand je me suis inscrit la première fois, je ne connaissais pas du tout l'esprit qu'il fallait avoir. Et pourquoi d'ailleurs s'inscrire à des concours comme ça? Pour vous, c'était une manière de se challenger toujours Voilà. Moi, je trouvais que c'était un peu facile pour moi de reprendre une affaire existante. Par rapport à ceux qui créent leur propre affaire. Donc mon challenge, ça a été ça. Je me dis, je vais me prouver, voilà. Est-ce que je suis capable d'atteindre ce niveau? Ça me faisait rêver, moi, de voir... j'ai fait des stages, et souvent les stages, c'est des meilleurs ouvriers de France qui sont les professeurs de ces stages. Et ça me faisait envie, ce col bleu, blanc, rouge. Et je suis tombé à l'époque où ils venaient de créer le meilleur ouvrier de France chocolatier. Parce qu'avant, c'était pâtissier-chocolatier, c'était le même concours. Et en 1990, ils décident de faire un concours spécifique chocolat-confiserie. Et j'avais entendu parler de ça, donc... j'avais déjà commencé par faire le petit concours de Dole, puis après un concours à Dijon, la foire gastronomique. Et puis j'avais fait un concours international qu'on appelait le Grand Prix international du chocolat autrefois. Et tout ça m'avait mis un petit peu aguerri au concours. Et le concours sublime dans nos métiers, c'est le concours de meilleur ouvrier. Ça, dans les métiers de bouche, c'est vraiment la consécration, c'est le plus beau qu'on puisse avoir. Ouais, il y a rien au-dessus pour moi. Ça reste un concours honnête. Où il n'y a pas de triche, voilà, tout est anonyme, c'est extrêmement codifié. Les jurys ne connaissent pas votre nom, c'est des numéros selon le jury, parce qu'il y a 3 jurys au concours. La jury de présentation qui vient voir ce que vous avez fait, le jury de dégustation et le jury de travail. Le jury de travail, il vous regarde travailler, c'est le seul que vous, en tant que candidat, vous voyez. Les autres, on ne sait même pas qui c'est. Oui, parce que pour nous, non-initiés, c'est ce col, mais on ne sait pas comment on l'obtient, justement. Donc c'est quelque chose de très rigoureux et qui demande à être représentatif des savoir-faire aussi. Bien sûr, c'est quelque chose de très rigoureux et qui était assez confidentiel. Maintenant, on commence à en entendre beaucoup plus parler parce qu'il y a des émissions Top Chef ou Le meilleur pâtissier, des choses comme ça, où on voit des meilleurs ouvriers de France, des gars avec un col bleu, blanc, rouge qui viennent faire le jury. Et ça a mis un coup de phare sur ce concours qui était finalement assez peu connu du grand public. Et comment ça s'est déroulé pour vous? On a parlé de 1992, mais on peut aussi parler de là où vous avez réussi, en 1996-1997. J'ai eu plus de réussite. J'ai pris conseil d'un meilleur ouvrier de France, Fabrice Gillotte à Dijon, qui est devenu un ami. Et grâce à son aide, ses conseils et du travail acharné, parce que j'estime toujours que entre les deux concours, si je totalise mes heures d'entraînement, c'est à peu près 3000 heures de préparation. Et ça s'est bien passé pour moi la deuxième fois. On vous a demandé de présenter quoi? Qu'est-ce qui vous a fait gagner d'ailleurs? Alors, on a une liste de fabrication qu'on reçoit 3 mois avant la finale pour qu'on puisse préparer tout ce qu'on devra faire le jour de la finale. Donc, on s'entraîne. D'abord, il faut s'entraîner pour passer dans le temps. Parce qu'on a une 30aine d'heures d'examen. C'est assez long, le concours des meilleurs ouvriers de France en chocolaterie. Pour vous comparer avec le MOF en cuisine, c'est un service, donc 4-5 heures en cuisine. Nous, c'est un marathon. Il faut vraiment tenir dans le temps. Et il y a une pression psychologique, comme dans tous les grands enjeux. Et ça demande beaucoup de contrôle et de maîtrise de soi, en fait. Il y a des gens qui sont capables d'être meilleurs ouvriers de France, mais qui, par un manque de gestion correcte du stress, n'y arriveront pas. Alors que dans les mains, ils sont capables. Il y a un état d'esprit, en fait.
C'est comme une compétition de sport. C'est pareil. Il faut s'entraîner pour les JO. Nous, les JO, c'est la finale des meilleurs ouvriers de France. Et vous aviez fait quoi? C'était une sculpture? C'était quoi? Alors, visuellement, il y avait un pressoir tout en chocolat, avec une pie tout en chocolat, avec les plumes faites pièce par pièce. Il y avait des jouets en chocolat d'enfants. J'avais mis un petit peu mes souvenirs personnels, pressoir, parce qu'à Arbois, le vin, le pressoir, on avait des vignes. À l'époque, mon père avait des vignes, donc on avait un pressoir qui servait une fois par an. J'avais aussi fait un éclair en chocolat, mais pas en pâte à choux, tout en chocolat, avec un plateau, une dentelle, pour évoquer mon enfance dans le monde de la pâtisserie, et puis des jouets. Ouais. Et ça, on suppose que c'est aussi des heures de travail pour imaginer le décor et même pour le confectionner. Bien sûr, le concevoir, le confectionner, parce qu'on imagine les choses, puis quand on réalise, on se rend compte que ça ne marche pas. Alors comment on fait? Donc il faut trouver des solutions. Tout ça, ça demande du temps, de la passion, et puis beaucoup d'énergie. Il faut de l'énergie pour faire ce concours. Vous étiez déjà connu localement grâce à l'histoire aussi de votre maison. Et là, votre nom a dépassé les frontières de la Franche-Comté et même de la France. Est-ce qu'on peut dire que vous avez changé de dimension? Qu'est-ce que ça a changé? Oui, c'est ça. L'entreprise a changé de dimension suite au concours. Il y a eu beaucoup d'articles de presse. Dans le Jura, c'est une terre de meilleurs ouvriers de France. Le département du Jura, en nombre d'adhérents dans les meilleurs ouvriers de France, on est le 2e en France. Il y a énormément de savoir-faire sur la tournerie, sur les pipiers à Saint-Claude, les lunetteries et tout ça. Donc il y avait beaucoup de meilleurs ouvriers de France, mais il n'y avait pas un seul meilleur ouvrier de France dans l'alimentation. J'étais le premier du Jura à être MOF alimentaire. Et ça a ouvert la voie à d'autres, puisqu'après, il y a eu Romuald Fassenet, il y a eu Marc Janin à Champagnole, Philippe Troussard en sommellerie à Arbois. Voilà. Et donc, il y avait eu pas mal d'échos de presse. Et ça a fait un espèce de phénomène de boule de neige. Et puis, on parlait peu de nous. Puis, on s'est mis à pas mal parler de nous. Donc, ça a fait développer l'entreprise. On a dû doubler le chiffre en 10 ans, à peu près. Ouais. Donc vous l'avez vu aussi par rapport aux gens qui venaient consommer, qui venaient acheter. Bien sûr, voilà. Puis des gens qui viennent d'un peu plus loin qu'avant, qui ont entendu parler, et ainsi de suite. Et l'occasion pour le grand public de découvrir aussi votre manière de travailler spécifique. On a commencé un peu à en parler avant, on va revenir dessus maintenant. Vous vous présentez comme un artisan qui utilise des savoir-faire anciens qui vous viennent de votre famille, mais avec une pratique aussi basée sur la saisonnalité. Là, je voulais vous demander quelles sont les particularités d'Édouard Hirsinger, des chocolats d'Édouard Hirsinger. Si vous deviez les présenter à des gens qui ne les connaissent pas. Alors, je dis souvent que j'ai été influencé par les cuisiniers. De savoir qu'à Arbois, il y avait Jean-Paul Jeunet qui avait 2 étoiles au guide Michelin. Forcément, on se connaît, on se fréquente. Je fréquentais d'autres chefs, notamment Pierre Bassot-Moreau qui était à Germigné. J'avais pas mal de copains cuisiniers. Et je me suis un peu inspiré de leur travail. C'est-à-dire que les cuisiniers font des cartes de printemps, des cartes d'automne avec au printemps la morille, l'asperge, l'automne le gibier, d'autres champignons. Et nous, en chocolaterie, c'était pas du tout l'habitude de faire des chocolats par rapport à la saison. Les chocolats, en général, il y a une gamme de chocolats, elle change pas de janvier à décembre, c'est la même. Donc j'ai commencé à faire des chocolats de saison, en réfléchissant à ce qu'on avait à cette saison. Donc l'été, avec des fruits rouges, avec des fleurs, des plantes que j'associais au chocolat. Après, avec l'automne, avec l'hiver, on faisait plutôt l'orange, les épices, la banane, des fruits plutôt d'hiver. Et puis ainsi de suite, on a développé. Puis après, je me dis, il n'y a pas que 2 saisons, parce qu'au début, je faisais hiver et été. Il y en a 4, donc j'ai commencé à développer une gamme d'automne et une gamme de printemps. Et puis petit à petit, on a maintenant une dizaine de sortes par saison. Et vous déposez, quelques années plus tard, vous inventez même le concept de chocolat vivant que vous avez déposé à l'Institut national de la propriété. Ouais. Qu'est-ce que c'est un chocolat vivant, justement? Ça reprend ce concept de saisonnalité? Il y a ça, mais il n'y a pas que. En fait, le chocolat vivant, c'était ma manière de répondre à une dérive de la profession qui consiste pour faire des grandes quantités de chocolat, pour assumer plusieurs boutiques, à faire les chocolats en avance, les mettre au congélateur et les décongeler au moment où on en vend beaucoup. Donc ça, j'ai toujours trouvé que c'était pas normal. On ne doit pas congeler des chocolats. Donc j'ai défini
à travers ce terme chocolat vivant, un des arguments que je mets en avant, c'est que ces chocolats n'ont jamais été conservés à température négative. Ce qui est rare. Ce qui est quasiment, ça se fait plus. Parce que, alors, je vais juste rentrer dans les détails 2 minutes. Une ganache, notamment, contient de l'eau. Parce qu'une ganache, c'est un mélange de crème et de chocolat. Dans la crème, il y a beaucoup d'eau. Et l'eau, comme vous savez, quand elle est congelée, elle prend plus de volume que quand elle est liquide. Donc, le souci qu'ont les gens qui congèlent le chocolat, c'est que quand il est congelé, la ganache, elle gonfle. Elle dégonfle quand elle est dégelée. Du coup, l'intérieur et l'enrobage se décollent. Et c'est pas bien. Parce que ça peut faire des moisissures si ça traîne dans le temps. Donc, ils ont trouvé des recettes qui ne changent pas de volume, congelé, pas congelé. Donc, il faut enlever de l'eau, puisque c'est ça qui pose le problème. Seulement, l'eau, ça amène l'onctuosité de la ganache. Donc, pour remplacer l'onctuosité que l'eau amène, ils mettent des beurres anhydres, c'est-à-dire des beurres sans eau, et des glucoses, qui sont des sucres. Donc, tout ça fait des chocolats plus gras et plus écœurants, plus sucrés, forcément, que la recette normale. Donc ça, j'ai jamais voulu transiger là-dessus. Et donc, c'est un des arguments. Mais comme je vous disais, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de la saisonnalité, puisqu'on en a parlé. Et il y a aussi le côté évolutif. Ça, je m'inspire du terroir. Je vais chercher dans la campagne autour d'Arbois des produits que je sais consommables et adaptables à mon métier. Et j'essaie de trouver un moyen de les intégrer dans une sorte de chocolat, trouver des mariages et ainsi de suite. C'est aussi tout un travail aussi intellectuel, quoi. Oui, c'est un travail intellectuel, tout à fait. Ça demande... Enfin, moi, c'est ce qui me plaît, c'est d'intellectualiser un petit peu le truc, parce que produire bêtement la même chose toute sa vie, c'est un peu monotone. Et puis, enfin, moi, ça m'ennuierait si j'avais pas la possibilité de créer des nouveaux chocolats, puis aussi des gâteaux, hein, il n'y a pas que, mais essentiellement le chocolat. Je trouve ça dommage, quoi. Oui, donc si je résume, c'est surtout une grande importance accordée à vos matières premières, à vos ingrédients. C'est surtout ça, en fait, la base. Parce que j'allais vous dire, qu'est-ce qui fait un chocolat d'exception? C'est les matières premières, c'est aussi les techniques. Justement, vous, quelles sont les caractéristiques pour vous qui vous font choisir un ingrédient par rapport à un autre? Alors, je dis toujours, il faut au moins 3 critères pour faire un chocolat super. Des super matières premières, ça c'est évident. Une très bonne technologie de fabrication, une bonne technique professionnelle, bien maîtrisée, et puis la fraîcheur. Parce que même si vous avez des super ingrédients, avec une super technique pour les produire, vos chocolats, si les gens les consomment et qu'ils sont vieux, ils ne sont pas bons. Donc nous, on fait très peu de quantité, souvent, de manière à avoir une rotation des stocks rapide, de manière à ce que les clients aient des chocolats très frais. Donc vos chocolats, il faut les consommer assez rapidement. On peut voilà, pas les laisser on marque sur la boîte dans les 15 jours. On pourrait faire des chocolats qui se conservent 3-4 mois, mais comme je vous expliquais, il faudra enlever de l'eau, mettre des matières grasses et du sucre, donc ils seraient moins bons. Et les gens, ils sont habitués. Et franchement, quand ils mettent le nez dans la boîte, en général, ça ne dure pas 15 jours. Ouais. Et vous me parliez de ça, en fait, on se rend compte que votre manière de travailler est aussi raccord avec vos valeurs. C'est ça, c'est toute une cohérence en fait, comme le fait de travailler toujours derrière le magasin. C'est comme mon arrière-grand-père, comme mon grand-père et mon père. Autrefois, les artisans, ils avaient une boutique, derrière il y avait l'atelier de production, et puis c'était comme ça. Maintenant, il y a un atelier dans la zone, une camionnette de livraison, on développe, on mécanise beaucoup, c'est-à-dire on achète des machines pour produire des quantités sans trop de main-d'œuvre, parce que la main-d'œuvre a coûté de plus en plus cher aux artisans. Et du coup, on développe plusieurs boutiques et ça devient complètement autre chose. Donc nous, on travaille un petit peu à l'ancienne. C'est vrai, de ce côté-là, on est en production directe derrière avec peu de congélation. Pour la pâtisserie, on en a forcément un peu, mais ça reste petit par rapport et peu de mécanisation par rapport à la profession. Non, parce que là, on ne le voit pas parce qu'on est un peu dans le musée, mais au-dessus, vous avez vos ateliers, il y a la boutique aussi, et même en étant meilleur ouvrier de France, vous avez choisi, vous, de rester ici à Arbois, et ça, c'est une volonté aussi, ça vous permet aussi de rester proche de vos créations, de contrôler la qualité. Pourquoi ne pas vous être étendu, on parle de Besançon, la grande ville un peu alentour, vous n'avez pas non plus de boutique, même à l'étranger, je crois que vous en avez eu une, mais plus maintenant. C'est une volonté propre de rester ancré dans le terroir? Oui, c'est une volonté d'être cohérent avec moi-même, avec ma vie, et puis
de ne pas courir toujours à faire plus. Ça sert à quoi de faire plus? Moi, ça m'agace un peu. Dans le métier, on s'estime au chiffre d'affaires. Celui qui fait 5 millions de chiffre d'affaires, on va le considérer mieux que celui qui fait 500 000 ou 1 million. Et c'est pas la quantité qui fait la qualité. Sinon, c'est Nestlé champion du monde. Hein. Donc moi, je pense que c'est l'inverse. Si on reste petit avec une production contrôlée, moi, ça me permet, je suis peut-être un peu maniaque, mais j'ai un œil sur tout dans la boutique. Je vois à peu près tout ce qui se passe. Et c'est ma manière de travailler. Je ne vois pas les choses autrement. Et je pense que la reconnaissance qu'on a de nos clients, de la réputation qu'on a, elle est quand même liée à ces 40 années de travail rigoureux, acharné, passionné. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire le processus de fabrication d'un chocolat, celui que vous choisissez, on va dire du début jusqu'à la fin de la mise en boutique? Comment ça se passe? Alors, c'est déjà une idée qui germe. Alors, l'idée, elle peut être ou de la découverte d'un produit qu'on ne connaissait pas, ou de dire, bah, tiens, je vais essayer ce produit-là pour voir ce que ça peut donner dans un chocolat. Et tout ça, ça peut être aussi... il y a par exemple un chocolat qui est basé sur les Antilles. Voilà, on est allé faire un voyage de noces aux Antilles. En revenant, je me dis, tiens, il y a la banane, il y a le chocolat. Je vais faire un chocolat avec de la banane. Et puis, pour agrémenter un peu le tout, j'ai mis de la fève de tonka dedans. Et j'ai fait 2 couches avec une pâte de fruits banane, une ganache au chocolat, mais avec un peu de rhum parce que les Antilles. Et voilà, c'est devenu un chocolat. Selon les sortes, on peut y arriver assez facilement. Puis d'autres, ça peut prendre 6 mois. Ça dépend. Alors avec l'expérience, par exemple, on sait mieux les dosages parce qu'il faut équilibrer un chocolat quand il y a plusieurs ingrédients dedans. Il faut trouver les bonnes proportions. Et des fois, c'est compliqué parce que si on fait un chocolat, par exemple, celui que je viens de vous décrire, si on met trop de fèves de tonka, ben, ça va être dominant. On ne va pas sentir trop de la banane ni le rhum. Encore une fois, la minutie. Voilà, et ça demande des balances au dixième de gramme. Vous travaillez avec des balances au dixième de gramme? Ouais, on travaille avec des balances au dixième de gramme parce que sur certains chocolats, par exemple une ganache au piment, on a 3 grammes de piment pour faire 1,4 kg de ganache. 3 grammes, c'est pas beaucoup. Pas plus, pas moins, faut pas. Pas plus, pas moins. Et on a des balances au gramme déjà, mais quand elle affiche 3, elle peut être à 2, elle peut être à 4, on ne sait pas. Donc avec une balance au dixième, on se met à 2,9 ou 3,1, on sait qu'on est bien, quoi. Et ça fait partie de l'équilibre et de la réussite du chocolat. C'est respecter les différents ingrédients. Parce que si on fait une ganache au piment et que ça emporte, ça va vite le piment, ça chauffe. Donc si ça chauffe trop et que vous mangez d'autres chocolats, vous avez encore le piment qui est là présent, c'est un peu gênant. Et la matière première, le chocolat en tant que tel, je crois que dans votre maison, vous ne travaillez pas les fèves, là d'où vient le chocolat. Non. Comment vous choisissez cette matière première? C'est par rapport à des voyages, par rapport à des contacts? Je suppose que c'est le plus important. On goûte. Enfin, moi, mon critère essentiel dans tout, c'est le goût. Si le goût me plaît, je le référence et j'achète le produit. Donc on a des tas de fabricants qui viennent, qui ont des représentants, qui viennent nous faire goûter leurs produits. Et moi je sélectionne selon ce que je trouve le meilleur par rapport aux différentes sortes de chocolat. Parce qu'ils, bien sûr, ils ont 10, 15, 20 références dans chaque maison. Donc il y a quand même beaucoup à choisir. Hein. Et puis quand je peux, je trouve des réseaux directs. J'ai au moins 3 réseaux directs. Un chocolat du Pérou qui vient d'un monsieur qui fait de l'import-export de produits artisanaux. Donc c'est un chocolat vraiment très particulier qui est sucré avec du sucre roux, hein, de la panela. Donc c'est pas du sucre blanc, c'est pas le même goût dans le produit fini. J'ai un chocolat bolivien pour lequel j'ai pris une licence d'importation qui vient direct de La Paz. Et puis un dernièrement qui vient du Mexique, du Chiapas, avec un cacao très rare qu'on appelle le Criollo, qui, le Criollo, c'est peut-être 0,02% de volume mondial, c'est rien. Ça vous fait voyager aussi, en fait? Bah oui, en plus, après, je voyage pas tous les ans, mais je suis allé 1 ou 2 fois, surtout au Pérou et en Bolivie, qui sont des pays super beaux. Ouais. Ouais. Et comme on l'a dit, oui, le chocolat vient de la fève, c'est ça? Ouais, ça fait 5000 ans hein, que l'homme
consomme le chocolat en Amérique du Sud et Amérique centrale. C'est toute une histoire, c'est une mythologie aussi, le cacao. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on travaille un produit qui est noble par sa composition. C'est un produit cher, hein, notamment avec les hausses de prix, là, et encore plus cher maintenant. Mais c'est vraiment un produit noble. Le beurre de cacao, c'est la seule graisse d'origine végétale en France qui est l'appellation de beurre, ce qui, pour le législateur, a voulu signifier la qualité de cette matière grasse. Est-ce que vous pourriez nous citer quelques exemples de produits locaux que vous utilisez ou que vous allez chercher même vous-même pour le marier, l'allier à ce chocolat? Ah bah oui, on a la reine des prés, qui est une fleur qu'on trouve au mois de juillet, juin. Cette fleur, on l'associe avec de l'abricot. On fait une pâte de fruits abricot qu'on associe avec une ganache à la reine des prés. On a aussi la spirule odorante, qui est une petite plante qui, une fois sèche, donne à peu près les mêmes aromatiques que la fève de tonka. On a le polypode commun, qui est une fougère. Et en fait, c'est rigolo, mais c'est chez le coiffeur que j'ai appris ce que c'était. Et on discutait de produits, et il me dit, nous, quand on était gamin, on suçait, on mangeait la réglisse des bois. Et moi, je ne savais pas ce que c'était. Donc, je lui ai posé des questions, et sur le mur en face de son salon de coiffure, il y en avait. Donc, on est sorti après qu'il a fini sa coupe, il m'a montré ce que c'était. Et il m'a fait goûter. C'est vrai que quand on croque, c'est la racine, hein, quand on croque la racine, il y a un côté réglisse. Et bon, ni une ni deux, je me dis, il faut faire un chocolat avec ça. Donc j'ai commencé à aller en chercher où il y en avait, parce que je savais pas. Donc je suis promené dans les bois, et en général, c'est sur des vieux murs éboulés qu'on en trouve. Donc j'ai trouvé le spot où il y en avait, je suis allé en chercher. Bien sûr, je l'ai lavé, nettoyé, enlevé la terre, cuit. Et j'en ai fait une purée avec le jus de cuisson. Et après, j'ai parfumé une ganache avec ça. C'est-à-dire, je fais bouillir la crème avec cette purée de réglisse des bois, et j'ai mélangé au chocolat. Et après, on a goûté. Alors, c'est intéressant parce qu'on goûte. Moi, j'ai mon avis, mais je demande aussi aux chefs qui travaillent avec moi depuis 25 ans, aux employés, aux vendeurs, je fais goûter. Et puis, je compile un peu les retours de chacun, en sachant qu'on a tous des goûts différents, des seuils de perception différents. Et après, j'ai dit, pourquoi pas l'associer avec de la rhubarbe, comme c'est un chocolat de printemps. Encore une fois, tout ce qui se passe dans la tête avec les expériences passées, les goûts que vous connaissez déjà. Voilà, avec l'espèce de banque de données qu'on a dans la cervelle. Je me suis dit, la rhubarbe, ça devrait bien aller, ça amène un petit côté acidulé. La réglisse, c'est plutôt suave. Donc, on a fait une compotée de rhubarbe qu'on a pochée dessus. Et puis, c'est devenu un standard, hein, de printemps. C'est un de nos chocolats de printemps iconiques. On parlait local, on ne peut pas faire plus circuit court que vous imaginez-vous en train d'aller cueillir des choses, des ingrédients vous-même, pas loin d'ici, quoi. Bah oui, puis ça nous fait sortir de nos labos, parce qu'on a un métier, on est toujours enfermé quand même. Donc là, de temps en temps, on va cueillir des fleurs ou des plantes. C'est bien aussi d'être dehors. Vous avez, vous, une vision globale et sur plusieurs années, du temps de votre grand-père ou votre père confectionner des chocolats, des pâtisseries. Maintenant, c'est vous. Je vais vous demander qu'est-ce qui a le plus changé? Les techniques de production, ouais. Depuis le début des années 90, sur les ganaches, on a beaucoup évolué. On peut faire, nous, grâce à toutes ces techniques bien maîtrisées, des chocolats qui n'ont pas de conservateur, qui sont faits avec des crèmes juste pasteurisées. Donc, on arrive à avoir des très bonnes conservations, sans mettre de conservateur, et avec des crèmes. Et par exemple, le beurre, on travaille aussi avec le beurre de Nozeroy, qui est la dernière coopérative beurrière du Jura. Et on essaie d'avoir des réseaux courts en dehors du réseau qualitatif. La crème, elle vient d'Étré-Beaupont, c'est en Bresse. Hein. Il y a une partie du Jura qui est dans l'appellation Bresse, donc on est tout près. Oui, donc ce qui a changé, c'est vraiment plus le côté technique, c'est ça. Voilà. Avant, du temps de mon père, on travaillait avec la crème du chalet. Parce que la coopérative, on appelle ça le chalet dans le Jura. Donc mon père, il allait au chalet chercher sa crème, et puis il faisait ses ganaches avec. Seulement, le fromager qui fait la crème, il dose pas la matière grasse, il fait ça comme ça. Et nous, on a besoin d'une matière grasse régulière dans les crèmes. Et on a arrêté les ganaches avec la crème du chalet dans le fin des années 80.
Mais je rebondis parce que depuis le début, on parle beaucoup de ganache. Oui, Et j'aime pas dire c'est commun, mais on en retrouve dans beaucoup de chocolats, il y a beaucoup de ganaches différentes. Et en fait, ce que le consommateur peut trouver, entre guillemets, dans beaucoup de chocolats, vous, ça demande aussi beaucoup de travail, une ganache, je suppose. oui, et la ganache, c'est le. Bon, il y a plusieurs sortes. Il y a les pralinés, pas d'amande, les ganaches. Pour faire court dans le métier, la ganache, c'est la catégorie reine parce que c'est celle où il y a le plus de chocolat dedans. Parce que sinon, un praliné, il y a un peu de chocolat pour que le praliné durcisse, puis le reste, c'est l'enrobage. Dans la pâte d'amande, il n'y a pas de chocolat dedans. C'est du sucre, des amandes broyées, mélangées. Donc, la ganache, pour celui qui aime le goût du cacao, c'est le Graal, quoi. Les amateurs de chocolat, souvent, il y a des clients qui nous demandent que des ganaches. Et la ganache, ça permet de faire plein de choses. Alors, on a, par exemple, nous, des ganaches pure origine, selon le pays. On a 8, 9 sortes de chocolat avec des pays différents. Et simplement le terroir, c'est-à-dire l'adéquation entre la plante, le travail de l'homme et le sol dans lequel elle va pousser, va donner des arômes spécifiques. Et c'est assez net de prendre les 8-9 ganaches qu'on a chez nous, du Pérou, de la Bolivie, d'Équateur, du Brésil, de la République dominicaine et ainsi de suite, et de se rendre compte que chaque ganache n'est pas la même que l'autre. C'est comme un vin rouge, je dis souvent. Vous avez du vin rouge, oui, mais ça peut être du Bordeaux ou du Beaujolais. Quand vous le buvez, c'est pas la même chose. Voilà, les ganaches, c'est pareil. Le chocolat, c'est pareil. Et c'est dur à faire, une ganache? Ça demande de la précision oui, c'est une technique. émulsion. C'est dur, c'est pas si compliqué, mais il faut maîtriser l'émulsion. L'émulsion, c'est comme une mayonnaise, vous voyez, c'est lier l'eau et les matières grasses. Et autrefois, on maîtrisait pas l'émulsion. Ça donnait des chocolats qui étaient grumeleux, qui étaient pas lisses en bouche et qui étaient pas super bons. Parce que grâce au sous-vide, et en maîtrisant bien l'émulsion, on a des ganaches qui sont très tendres, très souples et très soyeuses. La même recette, émulsionnée et pas émulsionnée, c'est deux produits différents. Il y en a une qui est bonne, une qui est moyenne. Ouais, donc encore une fois, il faut maîtriser des techniques. C'est un vrai métier, on ne peut pas s'installer chocolatier comme ça. Ouais. On parlait justement de métier, de temps de travail. Est-ce qu'il y a une journée type du chocolatier? Est-ce que Édouard Xinger, il a une journée type? Et si ça existe, est-ce que vous pourriez un peu nous la décrire, qu'on se rende compte de votre quotidien? En fait, le chocolat, c'est une production à la semaine. Donc, on a à peu près 4 jours entre le moment où on décide de refaire des chocolats et le moment où ils vont arriver au magasin. Il y a des délais à respecter. Donc, le premier jour, on va faire les cadres. Donc, le cadre, c'est le contenant dans lequel on va couler les ganaches et les pralinés. Donc, c'est des règles d'épaisseur différentes selon les sortes. Et donc, on les colle avec du chocolat fondu et ça nous fait nos cadres. Après, on va faire les ganaches. Donc, les ganaches, on fait bouillir la crème, on vide dans le chocolat, on lance ça au mixeur sous vide. On a une belle émulsion, donc c'est brillant, un peu gélatineux, comme une mayonnaise vraiment, sauf que c'est noir puisqu'il y a le chocolat. Et on va couler ça dans nos cadres avec un outil spécifique, de manière à ce que ce soit de la même hauteur partout. On va laisser refroidir à 16 degrés toute la nuit et le lendemain, on va les découper. Donc on commence par enlever les règles qui font le cadre avec un petit couteau, on décolle tout. On retourne parce que dessous, il y a un tapis de cuisson. On remet tout à l'envers. On étale du chocolat chaud avec un rouleau comme de la peinture. Et on va y poser sur une guitare. La guitare, c'est l'outil de découpe. C'est un socle avec des fentes. Et il y a un cadre avec des fils en inox. On pose la plaque de ganache, on descend, ça nous fait des bandes. Et on croise avec un cadre qui est dans l'autre sens. Ça nous fait des carrés ou des rectangles selon la forme voulue. Après, on va les écarter un peu les uns des autres, que l'air passe entre tout ça. Et on va les mettre sur des échelles, c'est des rayonnages sur roulettes qu'on a dans les laboratoires. Et on va les faire remonter en température, puisque on découpe pour la bonne... que ça marche bien, il faut que ça soit à 16 degrés. Sinon, c'est trop dur ou trop mou. Donc à 16 degrés, ça se découpe bien. Par contre, pour les enrober, il faut qu'elles soient à 23 degrés. Donc on chauffe tout le laboratoire à 23 degrés. Et on prépare tous les décors. Ça, c'est le 3e jour. On met en fonte l'enrobeuse. Donc l'enrobeuse, il faut 2 jours pour que la température soit la bonne et que ça soit fondu à cœur. Pas de place au hasard sur tout ce qui est technique température. Ouais. C'est très non, codifié. c'est très rigoureux. L'enrobeuse, pour vous dire, la programmation des températures, elle est au 10e de degré. Et il y a un degré qui est valable pour le chocolat noir, c'est pas le même pour le chocolat au lait, pas le même pour le chocolat blanc. C'est comme les dosages pour la ganache, ça demande beaucoup de précision, les températures aussi. Nous, on règle nos températures avec des thermomètres au 10e de degré. Et on surveille sans arrêt pour voir si ça monte, si ça descend, parce que la machine, l'enrobeuse dégage du chaud, donc ça peut chauffer trop.
on règle ou en mettant la clim quand il fait trop chaud, ou en ouvrant les fenêtres simplement quand il fait frais dehors. Et le troisième jour, donc on chauffe. Et le quatrième, on prépare les décors. Et le quatrième jour, c'est le jour où je dirais, c'est le jour que je préfère. Moi, c'est l'enrobage. C'est là où tout va se concrétiser. Tout ce qui est dans les échelles va prendre l'aspect définitif du produit que vous allez acheter, vous. Donc, la machine, les chocolats passent sous un rideau qui enrobe le chocolat. Une soufflerie va régler l'épaisseur. Et tout ça va arriver à la sortie de la machine où on fait tous les décors. Après, ça rentre dans un tunnel de refroidissement. Et à la fin du tunnel, on range les chocolats. Il faut être 3 ou 4 pour faire le travail. Et donc ça se répète pour vos 70 chocolats. Voilà. Vous, après 30 ans de carrière, vous arrivez toujours à créer, à avoir des idées, vous m'avez dit par rapport à vos voyages, par rapport à vos rencontres. Ouais. Mais vous appuyez également sur des recettes un peu ancestrales. Bien sûr. Vous avez d'ailleurs une Bible familiale, vous l'avez là. Oui. Si vous pouvez nous la montrer. Dans cette Bible familiale... Et nous expliquer en fait ce que c'est. Alors, c'est écrit là. Je ne sais pas si on verra à la caméra. Donc, Auguste Hirsinger, recette 1892. Donc, c'est mon arrière-grand-père qui avait des cahiers de recettes. Alors, ce n'était pas un livre, hein, on a fait relier tout ça. Donc, le voilà. Donc, ça, c'est le fondateur de la pâtisserie, Auguste. D'ailleurs, pour le clin d'œil, mon fils s'appelle Auguste. Et voilà, donc c'est tout écrit à la main. Vous voyez, 1892. Et là, vous avez toutes les recettes. Alors, il y a des recettes de pâtisserie, il y a des recettes de confiserie et de chocolat. Et on a une recette ici, qui est la plus ancienne de la maison, qui est donc écrite à la main, le tout chef. Donc le tout chef, on le fabrique toujours, c'est toujours la même recette. C'est du chocolat noir mélangé à un duja. Donc un duja, c'est des noisettes grillées, mixées, on enlève la peau, avec du sucre glace, on en fait une pâte et on mélange ça au chocolat noir. Et après, on coule dans des petites caissettes en papier et on met une étiquette dorée, tout chef, création Hirsinger, Arbois. Donc ça fait 125 ans qu'on fait ce chocolat. C'est le plus vieux de la maison. On suppose que ça vous tient à cœur aussi de continuer à le faire. Bien sûr, parce que je trouve important de garder les succès d'autrefois tout en créant des nouveaux. Dans une génération comme ça, d'une lignée de générations, je trouve que ce qui est bien, c'est d'apporter sa pierre à l'histoire familiale tout en gardant ce qui est bien dans les anciennes fabrications. Parce qu'il y a des vieux chocolats qui sont plus du tout dans l'air du temps, que les gens n'apprécieraient pas, parce que trop sucré, trop sec, enfin voilà, les choses ont évolué. Mais il y a quand même, on maintient 2-3 choses qui semblent, qui sont bonnes déjà. En parlant de savoir-faire ancestraux, il y a aussi les fameux marrons glacés. Oui, alors ça c'est un registre un peu différent, c'est la confiserie. Et tous les chocolatiers pâtissiers du début du siècle, l'ancien 1900, faisaient leurs marrons glacés eux-mêmes. Et puis après, surtout après-guerre, il y a beaucoup de savoir qui a disparu parce que il y a eu un trou pendant 5 ans, les fabrications ne sont pas reproduites. Et nous, on a continué. Mon père était quelqu'un de très patient, donc il a conservé la technique ancienne, qui est lente, qui est longue, qui est compliquée, et il me l'a transmise, et moi j'ai continué. J'ai pour le coup rien amené moi personnellement, j'ai juste maintenu un savoir-faire qui est plus enseigné dans les écoles. Donc les professeurs, on a un professeur qui vient chaque année avec ses élèves pour qu'on montre aux élèves comment on fait les marrons glacés. Donc éplucher à la main. Éplucher à la main, c'est un temps de dingue. C'est vraiment pas un produit très rentable pour nous, mais aussi bien pour respecter l'histoire familiale que par esprit du meilleur ouvrier de France, qui est aussi, en dehors d'amener des techniques nouvelles au métier, que la conservation du savoir-faire ancien. Je continue de faire, malgré tout, ces marrons glacés qui, au niveau du goût, n'ont rien à voir avec ce qu'on peut trouver. Et je rebondis sur ça, j'aimerais aussi avoir votre regard par rapport à l'industrie du chocolat, d'ailleurs, qu'on trouve actuellement. Est-ce que c'est un regard critique? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'aimez pas dans la tournure que prend cette filière ou pas? Non, c'est pas très critique. Je trouve que qualitativement, on a des meilleurs produits qu'avant. Les chocolatiers qui nous fournissent le chocolat, puisque je ne transforme pas la fève, si on veut acheter du chocolat de qualité, parce que dans le chocolat, les prix, ça va de 1 à 10. C'est-à-dire on peut avoir un chocolat noir qui vaut 1 euro et un autre chocolat noir qui vaut 10 euros, voire 20 euros. C'est à nous, artisans, de savoir ce qu'on veut faire. Mais au niveau qualitatif, on trouve
je trouve, de meilleurs chocolats avec des pures origines qui ne se faisaient pas autrefois. Autrefois, on faisait plutôt des assemblages, c'est-à-dire il y avait une recette, tant de cacao de ce pays-là, tant de cacao de ce pays-là, et on faisait Maintenant, on fait pas mal de pure origine, et au niveau de la finesse et de la qualité, de la maîtrise de la production, c'est beaucoup mieux qu'avant. Donc c'est plutôt qualitatif. Plutôt donc positif. Oui, alors là, il y a quelques dérives qui arrivent. Il y a eu l'histoire mais c'est un peu ancien maintenant, l'Union européenne qui a autorisé le remplacement du beurre de cacao par des matières grasses végétales, mais ça n'a pas pris. C'est-à-dire qu'en France, la culture, elle n'est pas du tout de mettre ça dans le chocolat. Et même au niveau tablette de chocolat que vous trouvez dans les grandes surfaces, il n'y a pas de tablette de chocolat avec des beurres qui ne sont pas du beurre de cacao. Donc ça, c'est bien. Et puis là, on a une autre dérive. Je ne sais pas si on peut dire une dérive, c'est une évolution. Avec la hausse du cours du chocolat, il y a des petits malins qui ont fait un ersatz de chocolat avec des céréales torréfiées qui ont une couleur noire, qui vendent en tablette. Je pense que ça ne durera pas. L'avenir nous dira si ce produit a un avenir, mais moi, j'y crois pas. Vous parliez de matières premières, de cours du chocolat. En utilisant, vous, des ingrédients auxquels vous faites vraiment attention, vous êtes aussi dépendant du cours de ces matières. Il y a eu des augmentations significatives. Est-ce que ça, quand on est chef d'entreprise artisan, c'est pas aussi un danger? On suppose qu'il y a des hauts et aussi des bas. C'était très, très problématique. Pour vous donner une idée, le chocolat que j'achète maintenant, je l'achète 3 fois plus cher qu'il y a une dizaine d'années et 2 fois plus cher qu'il y a un an. Bien évidemment, on n'a pas pu reproduire la hausse du coût sur nos produits, sinon on ne les vendrait pas. Donc le chocolat a quand même augmenté, on a essayé de maintenir un peu les marges, mais c'est évident que le bilan qui va arriver de l'année 2025 va nous annoncer une baisse de nos marges. Ça ne peut pas être autrement, parce qu'on a acheté le chocolat 2 fois plus cher et qu'on n'a pas vendu les produits 2 fois plus cher. Donc on s'adapte, c'est une période où il faut être très bon gestionnaire, parce qu'on a eu, avant cette crise-là, la crise de l'électricité, où on a payé l'électricité beaucoup plus cher, il y a eu des hausses de matières grasses, le beurre notamment. Alors nous, comme on travaille avec nos Aurois, c'est quand même des hausses beaucoup plus modérées que si on travaillait avec des beurres industriels. Mais il y a eu beaucoup de matières grasses qui ont augmenté, des coûts de production qui ont augmenté, des coûts de main-d'œuvre qui ont augmenté. Avec les 35 heures, c'est ancien, mais bon, voilà, tout ça fait que je trouve que la période est quand même... faut être bon gestionnaire pour s'en sortir. Bah oui, parce qu'au-delà d'être maître chocolatier, vous êtes chef d'entreprise, vous employez une dizaine de personnes. Ouais. Et comme vous l'avez dit, il n'y a pas que le chocolat, en fait, dans votre maison. Il y a aussi tous les à côté qui peuvent impacter la production. Bien sûr, il y a des tas de paramètres qu'on ne maîtrise pas, qui peuvent nous impacter. Alors nous, à notre niveau vraiment personnel de la maison Hirsinger, les gros investissements sont derrière nous, ça va. Mais je pense souvent aux jeunes qui s'installent, qui a investi, qui a acheté des machines, qui a construit un laboratoire, qui a fait un nouveau magasin, qui a des remboursements à payer. C'est beaucoup plus dur à gérer. Vous diriez que c'est dur d'être un artisan d'une petite entreprise aujourd'hui? C'est plus compliqué qu'il y a 10 ans. Je pense que le chocolat est dans une période dans un creux de vague. On verra. Je pense que les années où le chocolat était facile sont derrière nous. Ça va être un peu plus compliqué à gérer. La matière ne redescendra pas au prix qu'elle était avant. Ce qui est bien peut-être. Faut que tout le monde soit bien rétribué, aussi bien au niveau du producteur que nous. Ça a été déséquilibré, je pense, à un moment. Nous, on a toujours essayé d'y pallier en travaillant quand on pouvait en direct avec les producteurs. Donc, moins il y a d'intermédiaires, mieux c'est pour le producteur, parce que c'est souvent les intermédiaires qui font la marge à leur place. Donc, à notre petit niveau, on essaie de faire ce qu'il faut. Mais je pense que c'était compliqué, ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui, les gens se déplacent autant pour acheter des chocolats en boutique qui sont assez chers? On a la concurrence aussi, c'est pas du tout la même chose, mais des grandes surfaces, on a aussi du chocolat. Vous avez vu dans la fréquentation une baisse, une hausse? Alors, on a plutôt une tendance baissière. Je pense que les gens consomment toujours le chocolat, mais en moins, parce qu'ils n'ont pas un portefeuille qui s'allonge autant que les prix. Donc, ils réduisent. Au lieu d'acheter 2 boîtes, ils en achètent une, ou voilà, par exemple. Donc, ça baisse un peu, ouais.
On arrive à mes dernières questions. Édouard, vous avez aujourd'hui 62 ans. Quel avenir pour la chocolaterie Hirsinger? Je parle en termes de renouvellement, peut-être un repreneur. Je parle aussi en termes économiques. Vous l'avez décrit, ce contexte, cette baisse du chocolat. Quel avenir vous voyez pour votre maison? Alors, l'avenir, moi j'ai 2 enfants, alors, j'en ai 3. J'en ai 2 qui vont reprendre l'entreprise. C'est acté? Qui sont, voilà, c'est acté. On est passé en société dans le but de la transmission, parce que j'étais encore en nom propre dans l'année 2025. Je vais transmettre une partie des parts de la société à la fin de ce mois chez le notaire. Je vais accompagner en douceur la transmission. Je pense que ça serait risqué pour la pérennité de la maison Hirsinger. Je pourrais faire valoir mes droits à la retraite à la fin de ce mois. D'abord, j'en ai pas envie. C'est la première chose. Deuxièmement, j'ai encore des choses à faire. J'ai encore envie et des idées de création, de nouveautés. Mes enfants commencent à s'y mettre, donc il faut un peu de temps pour maîtriser tout ça. Et je pense qu'une transmission réussie, c'est une transmission qui se passe progressivement, en douceur, dans l'harmonie, sans choc. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, j'ai pas dit encore fermement, je m'arrêterai dans 2 ans, 3 ans. C'est quand je sentirai que les enfants sont prêts à être autonomes que je lâcherai le truc. J'ai mis 40 ans de ma vie avec de la passion et vraiment du bonheur à développer cette entreprise. Et je veux pas, par une erreur de transmission, j'en ai vu beaucoup autour de moi, où des belles maisons ont disparu par des fautes dans la transmission, des erreurs de jugement, d'évaluation. Les temps, comme on l'a dit, ne sont pas évidents. Donc, accompagner mes enfants, et souvent j'aurais dit, c'est bien que la hausse du cacao arrive maintenant, parce que nous, on est habitués avec l'entreprise, on la connaît par cœur, on sait comment gérer, on a la capacité de moins stresser que si eux avaient eu cette hausse. Oui, parce qu'on tout précise, jeune. vos enfants ne sont pas formés de formation de pâtissier ou chocolatier. Non, mon fils a fait un peu de STAPS et après est revenu dans l'entreprise. Ma fille a fait un IUT Infocom à Besançon, celle qui fait nos réseaux sociaux. Et c'est la fille qui s'intéresse le plus à la production. Donc c'est elle que je forme à faire le chocolat. Donc pendant toute l'année 2025, elle a travaillé avec moi à différents postes de travail, fabriquer les ganaches, après les couper, après les enrober. Et à partir de cette année, c'est elle qui va être responsable. Moi, je serai toujours pas loin, mais elle va être autonome. Elle va fabriquer avec l'apprenti les chocolats, et de manière à ce qu'elle s'habitue progressivement à la pression que représente la reprise. Hein. Je conçois bien qu'ils ont plus de pression que moi j'ai pu en avoir, parce que l'entreprise a changé de dimension. On est passé d'une dimension départementale, régionale, à une dimension nationale, internationale, entre guillemets. Hein. Je ne veux pas dire qu'on connaît Hirsinger sur toute la planète, mais il y a des gens au Japon, il y a des gens à l'étranger qui connaissent nos chocolats, qui reconnaissent leur qualité. Et bien sûr, le compte meilleur ouvrier de France, l'image qualitative, il y a plus de pression pour eux à reprendre que moi j'en ai eu quand j'ai repris de mon père. Dernière question, Édouard, si vous regardez derrière vous depuis le début, vous avez commencé dans ce métier, est-ce qu'il y a un sentiment de fierté du chemin parcouru? Ah oui, moi je suis assez fier de mon parcours professionnel. Je reste modeste, hein, mais je vois où était l'entreprise quand j'ai commencé le métier, où elle est maintenant. Il n'y a pas... il n'y a pas à rougir de l'évolution de l'entreprise. Je résume ça par ce qui est marqué, je vais en profiter pour vous la montrer, sur la médaille des meilleurs ouvriers de France, puisque je l'ai descendu pour vous montrer. Donc ça, c'est la médaille des meilleurs ouvriers de France. Bon, la symbolique, c'est un peu maçonnique, hein. C'est l'architecte du temple de Salomon avec son compas. Il y a un lien avec les symboles francs-maçons, mais c'est surtout que là, il y a marqué joie, et là, il y a marqué travail. Donc ça résume vraiment ma vie. J'ai été heureux de faire ce métier. Édouard Hirsinger, merci.
C'est la fin de cette interview. Merci de nous avoir accueillis dans votre chocolaterie et dans votre musée et d'avoir répondu à nos nombreuses questions. On vous souhaite tout le bonheur à vous et à votre entreprise. On espère que la chocolaterie et ses savoir-faire perdureront encore de nombreuses années. Merci beaucoup, Édouard Hirsinger. Merci à vous.